Le silence qui s'abattait sur Marseille n'avait rien de paisible. Il était lourd, poisseux, presque étouffant. Un silence de trac, de peur retenue, de vérité sur le point de surgir. Depuis plusieurs heures déjà, Luna et Martin n'étaient plus visibles nulle part, comme avalés par la ville elle-même. Et pourtant, leur disparition laissait derrière elle une onde de choc que personne ne parvenait à ignorer. Blanche conduisait lentement, les mains crispées sur le volant. À l'arrière de la voiture, Luna retenait son souffle, le regard fixé sur la vitre embuée. Martin, à ses côtés, tentait de masquer son angoisse, mais ses doigts tremblaient légèrement. Aucun d'eux ne parlait. Ils savaient que le moindre mot pourrait fissurer la fragile bulle de protection dans laquelle ils s'étaient enfermés. Blanche avait accepté sans hésiter, presque instinctivement, de les cacher. Pas par héroïsme, par loyauté, par amour aussi. Luna brisa finalement le silence, d'une voix basse, presque éteinte. Elle ne demanda pas où elles allaient. Elle demanda seulement si Blanche pensait vraiment qu'ils seraient en sécurité. La réponse mit quelques secondes à venir. Blanche inspira profondément avant d'avouer que non, rien n'était sûr. Mais qu'au moins, personne ne penserait à chercher là où ils allaient. Un cabanon isolé, oublié, appartenant à Hector, perdu sur un sentier à l'écart du monde. Une planque imparfaite, mais invisible. Pendant ce temps-là, au commissariat, l'atmosphère était tout aussi tendue, mais d'une autre nature. Idriss faisait les 100 pas, incapable de rester assis plus de quelques secondes. Son esprit tournait en boucle autour d'un détail qui refusait de s'emboîter correctement. Il revoyait la scène encore et encore, l'intervention, le taser, la neutralisation trop rapide. Trop propre, trop facile. Stanislas, ancien flic aguerri, formé dans les rues les plus dures de Lyon, n'aurait jamais dû tomber aussi simplement. Ce n'était pas une intuition vague. C'était une certitude qui s'imposait lentement, insidieusement. Idriss n'accusait pas encore. Il se refusait à toute conclusion hâtive. Mais quelque chose clochait, et plus il y pensait, plus l'idée devenait impossible à ignorer. Si quelqu'un avait trahi, alors cette personne connaissait parfaitement les procédures. Les angles morts, les timings, les réflexes policiers. Un amateur n'aurait jamais pu orchestrer un tel chaos avec autant de précision. Dans un coin de son esprit, une phrase du Polonais résonnait encore, comme une gifle retardée. Le chef du réseau, intouchable, protégé, parce qu'il était flic. Ces mots, prononcés sans emphase, avaient pourtant provoqué un véritable séisme intérieur chez Idriss. Un policier à la tête d'un trafic d'êtres humains. L'idée était insupportable, et pourtant, tout semblait y conduire. Au même moment, au Mistral, l'inquiétude prenait une forme plus viscérale. Myrtha franchit la porte du bar comme si elle fuyait quelque chose. Son visage était pâle, ses gestes nerveux, son regard fuyant. Elle commanda un porto presque machinalement, comme un réflexe de survie. Ce n'était pas l'alcool qu'elle cherchait. C'était un moyen de faire taire la panique qui lui comprimait la poitrine. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Ce genre d'intuition qu'on n'explique pas, mais qui s'impose avec une violence brutale. Elle pensa à Luna, toujours Luna, sa petite Luna, qui avait déjà tant donné, tant souffert. Myrtha avait vu trop de drames pour ignorer les signes avant-coureurs. Et cette fois, la peur était différente. Plus profonde, plus définitive. Non loin de là, Thomas tentait lui aussi de comprendre. Les policiers étaient passés, les questions avaient été posées. Trop de questions, et surtout, aucune réponse satisfaisante. Luna et Martin avaient disparu sans laisser de traces. Blanche avait parlé, calmement, trop calmement peut-être. Elle avait menti, elle le savait, et Thomas l'avait senti, mais il n'insista pas, parce qu'au fond de lui, il comprenait. Parfois, protéger quelqu'un signifiait aussi trahir un peu la vérité. Dans un autre coin de la ville, une enquête parallèle avançait à pas feutrés, presque en sourdine. Le meurtre du SDF Greg avait laissé une empreinte étrange sur ceux qui s'en occupaient. Steve, profondément marqué, n'arrivait pas à se détacher de cette affaire. Il avait fouillé, observé, recoupé. Et c'est en revisitant les détails les plus insignifiants qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de déterminant. Le balai, un objet banal, presque invisible, et pourtant, porteur de vérité. Charlotte, elle, ne cessait de répéter la même chose. Ce qui la hantait, ce n'était pas la raison du meurtre. C'était la manière, le geste, la mécanique. Quelque chose ne collait pas. Comme si la scène avait été pensée, mais mal exécutée. Ou volontairement brouillée. À des kilomètres de là, dans le cabanon, la nuit commençait à tomber. Le froid s'installait lentement. Luna se rapprocha de Martin, cherchant une chaleur humaine plus qu'un réel réconfort. Elle murmura qu'elle était heureuse qu'ils soient ensemble. Malgré tout, malgré la peur. Martin ne répondit pas tout de suite. Il fixait la porte, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre à tout instant. Il avait peur, pas seulement pour lui, pour elle, parce qu'il savait que quelqu'un les voulait morts.
et que ce quelqu'un connaissait leurs moindres failles. Et pendant qu'il se cachait, pendant que Myrtha tremblait, pendant qu'Idriss doutait, le véritable danger, lui, continuait d'avancer, dissimulé derrière un badge, une arme réglementaire, et une respectabilité soigneusement entretenue. La partie ne faisait que commencer. La nuit s'était installée autour du cabanon d'Hector avec une lenteur presque cruelle. Le bois craquait sous les variations de température, comme si la structure elle-même protestait contre la présence de deux fugitifs qu'elle n'avait pas été conçue pour abriter. Luna n'arrivait pas à fermer l'œil. Chaque bruit extérieur, un souffle de vent, un pas lointain, le frottement d'une branche contre le mur, devenait une menace potentielle. Martin, assis près de la porte, restait aux aguets, le regard fixe, le corps tendu. Il ne dormait pas non plus. Dormir aurait signifié baisser la garde. Et il savait que c'était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Luna finit par murmurer qu'elle n'avait jamais ressenti une peur aussi froide, aussi méthodique. Ce n'était pas la panique incontrôlable des catastrophes soudaines, mais une angoisse lente, rationnelle, presque intelligente. Quelqu'un les traquait, pas par hasard, pas par impulsion, mais avec une détermination glaciale. Martin hocha la tête sans répondre. Il partageait cette certitude. Pire encore, il sentait que cette personne connaissait les rouages de la police, les délais, les angles morts. Comme si la loi elle-même avait été retournée contre eux. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Idriss ne parvenait toujours pas à se débarrasser de ses soupçons. Il avait passé la soirée à relire les rapports, à recouper les témoignages, à revisiter chaque détail de l'intervention précédente. Plus il avançait, plus un malaise diffus s'installait. Rien n'était formellement incriminant. Et c'était précisément ce qui l'inquiétait. Trop propre, trop lisse, trop conforme. Stanislas Domon avait un dossier irréprochable, une carrière sans tache, une réputation solide. Mais Idriss savait, pour l'avoir appris à ses dépens, que les pires trahisons venaient souvent des profils les plus impeccables. Il se revoyait face aux collègues de la PAF, quelques heures plus tôt. Les deux hommes avaient échangé des regards lourds de sous-entendus. Aucun n'osait formuler l'hypothèse à voix haute, mais elle flottait entre eux, évidente. Stanislas s'était laissé neutraliser trop facilement. Un homme de son expérience aurait dû anticiper, résister, ou au moins se débattre. Ce détail, minuscule en apparence, prenait désormais des proportions inquiétantes. Au commissariat, Nebou tenta de tempérer les ardeurs d'Idriss. Il rappela les états de service irréprochables de Stanislas, son engagement, sa loyauté passée. Idriss écouta sans interrompre, mais son regard trahissait une autre réalité. Il ne voulait pas enquêter à charge. Il s'y refusait même. Ce qu'il voulait, c'était comprendre. Retrouver Luna et Martin avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, identifier celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Dans un registre apparemment plus léger, mais tout aussi chargé de tension, le pavillon des Fleurs devint le théâtre d'un affrontement inattendu. Théo, étudiant en criminologie, s'y rendit sous prétexte d'interroger Blanche pour son mémoire. Il s'intéressait aux femmes en réinsertion, à leur parcours, à leurs failles. Mais derrière cette démarche académique se cachait une rancœur mal digérée. Il reprochait à Noémie de lui avoir volé son idée de mémoire en début d'année. Une accusation qu'il lança sans détour, avec une violence verbale qui glaça l'atmosphère. Noémie tenta d'abord de minimiser, de se défendre maladroitement. Mais Théo ne décolérait pas. Les mots dépassèrent sa pensée, devenant blessants, presque insultants. Blanche observa la scène avec une distance prudente. Elle n'intervint pas immédiatement. Son esprit était ailleurs. Accaparée par Luna, par le mensonge qu'elle entretenait, par la peur constante d'être démasquée. Pourtant, elle savait que ces tensions secondaires pouvaient aussi avoir des conséquences imprévues. Dans ce genre de climat, tout pouvait dégénérer très vite. Un peu plus tard, Blanche montra à Noémie et Vadim les photos prises avec l'appareil d'Hector. Des clichés anodins en apparence, mais qui, pour elle, représentaient un lien tangible avec la planque. Une preuve silencieuse que Luna et Martin existaient encore, quelque part, à l'abri. Ou du moins, elle l'espérait. C'est à ce moment précis que son téléphone vibra. Un message de Thomas. Il s'inquiétait. Les policiers étaient passés au Mistral. Ils avaient posé des questions insistantes. Luna et Martin avaient officiellement disparu. Blanche sentit son cœur se serrer. Elle répondit avec des mots soigneusement choisis, rassurants, mais volontairement flous. Mentir devenait une seconde nature. Pas par plaisir, par nécessité. Au Mistral, Myrtha ne parvenait toujours pas à se calmer. Le porto avait à peine effleuré ses lèvres. Ses mains tremblaient encore. Elle observait la porte comme si elle s'attendait à voir Luna surgir à tout instant, essoufflée, mais vivante. Elle interrogea Thomas du regard, cherchant une confirmation, un signe, n'importe quoi qui pourrait apaiser son angoisse.
Mais Thomas n'avait rien à offrir. Seulement le même silence inquiet. Dans l'ombre, les pièces du puzzle continuaient de s'assembler. Lentement, trop lentement peut-être, car pendant que chacun doutait, s'interrogeait, se disputait ou mentait, le véritable ennemi gagnait du temps. Et dans cette course invisible, chaque minute comptait. Idriss, lui, sentit une certitude s'ancrer en lui, plus lourde que toutes les hypothèses. Si le chef du réseau était réellement un flic, alors l'affaire dépassait largement le cadre d'une simple enquête criminelle. Elle devenait une guerre interne, une fracture au cœur même de l'institution. Et dans ce genre de guerre, les victimes étaient toujours celles qui n'avaient rien demandé. Luna et Martin, recroquevillés dans leur cabanon, en étaient la preuve vivante. Pour combien de temps encore, personne n'aurait su le dire. À mesure que les heures passaient, la tension changeait de nature. Elle n'était plus seulement faite de peur ou d'urgence, mais d'une attente pesante, presque malsaine, comme si tout le monde sentait confusément qu'un seuil était sur le point d'être franchi. Quelque chose allait basculer. La question n'était plus « si », mais « quand ». Dans le cabanon d'Hector, l'aube filtrait à peine à travers les interstices du bois. La lumière froide dessinait des lignes irrégulières sur le sol, révélant l'état précaire de leur refuge. Luna se leva doucement, évitant de faire grincer les planches. Elle avait mal dormi, hantée par des images confuses, des souvenirs mêlés à la peur. Elle se sentait étrangère à sa propre vie, comme si tout ce qu'elle avait connu jusque-là s'était dissous en une seule nuit. Martin, lui, n'avait pas fermé l'œil. Il scrutait l'extérieur depuis une petite fenêtre, attentif au moindre mouvement. Quand Luna lui confia qu'elle était heureuse qu'ils soient ensemble malgré tout, il esquissa un sourire triste. Il aurait voulu la rassurer, lui promettre que tout irait bien. Mais il savait que les promesses n'avaient plus aucun poids face à une menace aussi structurée. Ce qu'ils affrontaient n'était pas un homme isolé, mais un système. Et un système ne se combat pas avec des mots. Au même moment, Idriss avançait seul sur un sentier isolé, là où il avait rendez-vous avec le Polonais. Il avait choisi de ne prévenir personne. Pas par orgueil, mais par prudence. Moins il y avait de témoins, moins il y avait de risques de fuite. Chaque pas résonnait dans son esprit comme un rappel de ce qu'il s'apprêtait à entendre. Il savait que cette rencontre pouvait confirmer ses pires soupçons, ou les réduire à néant. Dans les deux cas, il n'en sortirait pas indemne. Le Polonais l'attendait déjà. Son visage était fermé, marqué par une fatigue ancienne, presque résignée. Idriss ne tourna pas autour du pot. Il lui demanda s'il connaissait Stanislas. La question tomba sèchement, sans préambule. L'homme hésita une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour nier, juste assez pour trahir une gêne. Il répondit évasivement, parlant de « nom », de « figure », de « flic qu'on ne voit jamais mais qui contrôle tout. Idriss sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quand il insista, le Polonais lâcha enfin ce qui ressemblait à une confession déguisée. Le chef du réseau ne se salissait jamais les mains. Il était trop haut placé pour ça. Intouchable, répéta-t-il, parce qu'il était policier. Comme eux. Cette phrase résonna violemment dans la tête d'Idriss. Il comprit alors que ce n'était plus seulement une enquête. C'était une remise en question profonde de ce qu'il était, de ce qu'il représentait. Au commissariat, l'enquête sur le meurtre du SDF Greg continuait d'avancer, presque en parallèle, comme une ombre portée de l'intrigue principale. Steve ne lâchait rien. Il avait besoin de comprendre, peut-être pour se rassurer, peut-être pour donner un sens à la violence gratuite qu'il avait perçue dans cette affaire. Charlotte vint le voir à la résidence pour lui annoncer qu'un suspect avait été placé en garde à vue. Un autre sans-abri, l'ADN retrouvé sur le balai correspondait. Pourtant, Charlotte n'était pas satisfaite. Elle répéta ce qui la hantait depuis le début. Le comment, le geste, la dynamique de l'agression. Rien ne correspondait totalement à un accès de violence improvisé. Il y avait une incohérence, un détail qui lui échappait encore. Elle laissa le « pourquoi » aux enquêteurs, mais son intuition médicale lui disait que quelque chose avait été mal interprété dès le départ. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, les tensions entre Théo et Noémie prenaient une tournure de plus en plus toxique. Les mots prononcés avaient laissé des traces. Blanche, en observatrice discrète, sentait que cette rivalité n'était pas anodine. Elle révélait des frustrations plus profondes, des ambitions contrariées, une violence latente qui pouvait, elle aussi, déraper. Dans une période aussi instable, chaque conflit devenait un potentiel point de rupture. Au Mistral, Myrta n'avait toujours pas quitté sa place. Le temps semblait suspendu. Chaque client qui entrait faisait battre son cœur un peu plus vite, avant que la déception ne retombe. Elle se sentait impuissante, réduite à attendre, à espérer. Et cette attente était peut-être la pire des tortures. Elle aurait préféré agir, crier, se battre. Mais elle ne pouvait que redouter l'invisible.
Idriss, de retour de sa rencontre avec le Polonais, sentait le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Il ne pouvait pas partager ce qu'il avait appris. Pas encore. Accuser sans preuve serait suicidaire, et il le savait. Mais il ne pouvait plus faire marche arrière non plus. La certitude était là, ancrée profondément. Le danger venait de l'intérieur. Dans le cabanon, Luna se mit à pleurer en silence. Pas par faiblesse, par lucidité. Elle comprenait désormais que leur fuite n'était qu'un sursis. Que le temps jouait contre eux. Martin posa une main sur son épaule, un geste simple, presque dérisoire face à l'ampleur de la menace. Mais c'était tout ce qu'il avait à offrir. Sa présence, sa vigilance, sa détermination à ne pas la laisser tomber. Et pendant que chacun luttait à sa manière contre la peur, le doute ou la colère, le filet se resserrait lentement. Invisible, inexorable, la vérité approchait, mais à quel prix, personne n'osait encore l'imaginer. À ce moment-là, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit d'Idriss. Ce n'était plus un simple doute, ni même une hypothèse dangereuse qu'il fallait manier avec précaution. C'était une conviction lourde, écrasante, qui s'imposait à lui avec la violence d'une vérité trop longtemps repoussée. Le Polonais n'avait pas prononcé de nom, mais il n'en avait pas eu besoin. Les silences, les hésitations, les regards fuyants avaient parlé pour lui. Le chef du réseau existait bel et bien, et il évoluait au cœur même de l'institution. Idriss rentra au commissariat avec cette certitude brûlante coincée dans la poitrine. Il savait désormais que chaque collègue pouvait être un danger potentiel, que chaque couloir pouvait cacher une oreille indiscrète. Il modifia instinctivement son comportement, moins de paroles, plus d'observation. Il ne s'agissait plus de faire confiance, mais de survivre suffisamment longtemps pour protéger Luna et Martin. Dans le bureau de Nebou, l'atmosphère était électrique. Ariane était là, attentive, consciente que quelque chose d'inhabituel se jouait. Idriss exposa les faits avec une précision chirurgicale, sans jamais accuser frontalement Stanislas. Il parla d'incohérence, de timing, de gestes qui ne correspondaient pas à un professionnel aguerri. Nebou écoutait, les traits fermés. Il connaissait Stanislas depuis longtemps. Trop longtemps pour balayer ses soupçons d'un revers de main, mais aussi trop bien pour accepter l'idée d'une trahison sans preuve tangible. Ce qui inquiétait Idriss plus que tout, ce n'était pas la possibilité que Stanislas soit coupable. C'était l'idée que quelqu'un d'autre, tout aussi irréprochable en apparence, puisse tirer les ficelles. Et dans ce cas-là, l'erreur serait de focaliser toute l'attention sur un seul homme. Pendant ce temps, dans le cabanon, l'angoisse atteignait un seuil presque insoutenable. Le froid s'était installé durablement, mais ce n'était pas lui qui faisait trembler Luna. C'était cette sensation constante d'être observée, traquée, même dans ce lieu isolé. Elle se surprenait à chuchoter, comme si le silence lui-même pouvait la dénoncer. Martin tentait de rester rationnel. Il établissait des scénarios, des issues de secours, des réactions possibles en cas d'intrusion. Mais il savait que leur marge de manœuvre était quasi inexistante. Luna finit par avouer ce qu'elle gardait pour elle depuis des heures. Elle avait peur de mourir. Pas de la mort en elle-même, mais de mourir sans que la vérité éclate. Sans que celui qui les pourchassait soit démasqué. Martin l'écouta sans l'interrompre. Il partageait cette peur. Et au fond de lui, il se demandait si Idriss arriverait à temps. Ou s'il était déjà trop tard. Au Mistral, Myrtha était au bord de l'explosion. L'attente la rendait folle. Elle oscillait entre colère et désespoir, incapable de rester en place. Elle interrogeait Thomas à répétition, espérant une information nouvelle, un signe, n'importe quoi. Thomas, lui aussi, sentait la situation lui échapper. Il savait que Blanche mentait, mais il comprenait pourquoi. Et cette compréhension le plaçait dans une position inconfortable, celle de l'homme qui sait, mais qui choisit de se taire. Blanche, justement, était rongée par la peur de commettre une erreur irréversible. Chaque appel manqué, chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter. Elle vivait dans la crainte que la police découvre la planque. Ou pire, que celui qui voulait tuer Luna et Martin la découvre avant eux. Mentir pour protéger devenait un exercice d'équilibriste, et Blanche sentait qu'elle avançait sur un fil de plus en plus fin. Dans l'enquête sur la mort du SDF Greg, l'arrestation du suspect n'apportait pas le soulagement attendu. Steve sentait que quelque chose lui échappait encore. L'ADN expliquait l'identité, pas le déroulement exact. Charlotte persistait dans son intuition, le coup porté avec le balai ne correspondait pas à un geste impulsif. Il y avait eu une intention, une maîtrise, peut-être même une mise en scène. Et cette idée glaçait l'équipe. Idriss, lui, commençait à comprendre que toutes ces affaires étaient liées par un fil invisible. La violence, la manipulation, le silence imposé. Qu'il s'agisse d'un trafic humain ou d'un meurtre de sans-abri, le mécanisme était le même, exploiter les plus vulnérables, puis effacer les traces.
Alors qu'il quittait le commissariat tard dans la soirée, Idriss eut une pensée fulgurante. Et si celui qui voulait la mort de Luna et Martin observait déjà chacun de leurs pas? Et si la traque était bien plus avancée qu'il ne l'imaginait? Dans le cabanon, la nuit retomba une nouvelle fois. Plus lourde encore que la précédente. Luna se blottit contre Martin, cherchant un semblant de réconfort. Mais même dans cette proximité, la peur restait intacte. Ils savaient désormais que leur ennemi n'était pas un fantôme. Il était réel, organisé, et surtout, protégé par l'uniforme. La question n'était plus de savoir s'il frapperait. Mais quand? Dans le silence épais de la nuit marseillaise, Idriss avançait désormais avec la certitude d'être observé. Ce n'était pas une peur irrationnelle, mais une vigilance accrue, presque animale. Il avait appris à lire les signes, à sentir les absences trop bien synchronisées, les regards qui se détournaient trop vite, les conversations qui s'interrompaient dès qu'il franchissait une porte. Plus il approchait de la vérité, plus le danger se faisait palpable. Et il savait qu'à ce stade, le moindre faux pas pouvait coûter des vies. Il reprit mentalement le fil des événements. La neutralisation trop facile de Stanislas. Les propos du Polonais, lourds de sous-entendus. L'obsession du réseau pour Luna et Martin, comme s'ils représentaient une menace existentielle. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Idriss comprit alors que ce n'était pas seulement ce qu'il savait, mais ce qu'il symbolisait, la preuve vivante que le trafic avait laissé des traces, des témoins, des failles humaines impossibles à effacer complètement. Au cabanon, l'atmosphère devenait irrespirable. Martin proposa de changer de planque. Il savait que rester au même endroit trop longtemps augmentait les risques. Mais Luna n'avait plus la force de fuir. Chaque déplacement lui semblait une exposition supplémentaire, une loterie mortelle. Elle se sentait prise au piège, coincée entre la peur de rester et la terreur de sortir. Martin tenta de rester calme, de transformer cette angoisse en stratégie, mais l'épuisement commençait à peser sur ses décisions. Ils parlèrent à voix basse, évaluant les options. Contacter Idriss directement? Trop risqué. Sortir de nuit? Encore plus. Ils décidèrent d'attendre un signe. Un message, un appel. Quelque chose qui leur prouverait qu'ils n'étaient pas seuls dans cette chasse à l'homme inversé. Mais le téléphone resta muet. Et ce silence, loin de les rassurer, accentuait leur sentiment d'abandon. Au Mistral, Myrtha oscillait entre colère et panique. Elle avait cessé de boire. L'alcool n'avait plus aucun effet apaisant. Elle fixait la porte, comme si elle pouvait forcer le destin à lui rendre Luna par la seule intensité de son regard. Elle se mit à parler, presque pour elle-même, évoquant les souvenirs, les rires passés, la promesse muette de protection qu'elle avait faite à sa nièce. Cette promesse lui brûlait désormais la gorge. Elle se sentait impuissante, et cette impuissance était une douleur en soi. Thomas, pris entre son rôle et sa conscience, observait Myrtha sans savoir comment l'aider. Il comprenait désormais que Blanche cachait bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Mais la dénoncer serait trahir Luna. Se taire, c'était accepter de vivre avec la peur qu'il soit déjà trop tard. Ce dilemme le rongeait. Il savait qu'un jour ou l'autre, il devrait choisir un camp. Blanche, de son côté, commençait à mesurer le poids réel de ses mensonges. Chaque phrase prononcée à demi-mot, chaque omission volontaire, la rapprochait d'un point de non-retour. Elle avait protégé Luna par instinct, mais elle réalisait maintenant que cette protection la plaçait directement dans la ligne de mire. Si le réseau découvrait la planque, Blanche serait la première à payer le prix de cette loyauté. Au commissariat, Idriss poursuivait son travail dans l'ombre. Il épluchait les dossiers, les appels, les déplacements internes. Il cherchait une anomalie, un détail qui relierait officiellement un policier au réseau. Mais tout était verrouillé. Comme si quelqu'un avait anticipé cette traque depuis le début. Cette organisation, cette anticipation confirmait ce qu'il redoutait. Le chef du réseau n'était pas un simple exécutant, mais un stratège, habitué à manipuler les procédures et à effacer ses propres traces. Dans l'enquête sur le meurtre du SDF Greg, le malaise persistait. Steve n'arrivait pas à se satisfaire de la garde à vue du suspect. Il sentait qu'on leur offrait une conclusion trop simple, trop rapide. Charlotte partageait ce sentiment. Elle continuait d'explorer le scénario, cherchant à comprendre comment un sans-abri aurait pu infliger un coup aussi précis avec un balai, sans laisser davantage de traces de lutte. Quelqu'un avait peut-être facilité, orienté, voire provoqué cette violence. Et cette idée faisait froid dans le dos. Idriss fit alors le lien qui lui manquait. Un réseau capable d'exploiter des êtres humains n'aurait aucun scrupule à utiliser des sans-abri comme pions, voire comme coupables idéaux. Effacer les victimes, sacrifier les plus faibles, détourner l'attention. Le schéma se répétait, et Luna et Martin se trouvaient exactement au point où ces schémas risquaient de s'effondrer. Dans le cabanon, Luna sentit une angoisse nouvelle l'envahir. Une intuition brutale, presque physique.
Quelque chose approchait. Elle se leva d'un bond, le cœur battant. Martin tenta de la rassurer, mais ils partageaient ce pressentiment. Ils se figèrent, à l'écoute. Un bruit, lointain, mais réel, des pas sur le gravier. Ou peut-être seulement leur imagination, alimentée par la peur. Ils se regardèrent sans parler. À cet instant précis, ils comprirent tous les deux que le temps jouait désormais contre eux. Et que, quelque part dans la ville, un policier savait exactement où chercher. La chasse entrait dans sa phase finale. À cet instant précis, le doute n'était plus permis. Dans le cabanon, le bruit ne venait pas de leur imagination. Il était trop régulier, trop mesuré. Des pas qui ne cherchaient pas à se cacher, mais qui n'étaient pas non plus précipités. Quelqu'un avançait avec assurance, convaincu d'être sur la bonne piste. Luna sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper. Martin posa une main sur sa bouche pour l'empêcher de parler, puis lui fit signe de rester immobile. Chaque seconde devenait une épreuve. Dehors, le silence était trompeur. La nature semblait suspendue, comme si même le vent refusait de trahir la présence de celui qui s'approchait. Martin calcula mentalement les distances, les angles morts, les issues possibles. Il savait qu'il n'avait aucune chance dans une confrontation directe. S'il était découvert, il n'y aurait pas de négociation. Celui qui les traquait n'avait qu'un objectif, les faire taire définitivement. Au même moment, Idriss ressentit une urgence brutale, presque viscérale. Il n'avait reçu aucun message, aucun appel. Mais son instinct lui hurlait que quelque chose était en train de se produire. Il abandonna ses dossiers, quitta le commissariat sans prévenir et monta dans sa voiture. Il n'avait pas de certitude, seulement une intuition violente. Et dans ce métier, il avait appris à lui faire confiance, surtout quand la logique seule ne suffisait plus. Sur la route, les révélations du Polonais tournaient en boucle dans son esprit. Intouchable parce que flic, cette phrase prenait désormais un sens encore plus sinistre. Celui qui avançait vers Luna et Martin savait qu'il bénéficiait d'une protection implicite. D'un statut, d'un uniforme, et cette certitude le rendait dangereux, presque arrogant. Idriss comprit alors que le réseau ne se contentait plus de dissimuler ses crimes. Il passait à l'élimination systématique de ceux qui pouvaient parler. Dans le cabanon, Martin aperçut une silhouette à travers une fente du bois. Une forme sombre, immobile, comme si elle évaluait l'endroit avant d'agir. Luna ferma les yeux, envahie par une peur glaciale. Elle pensa à Myrta, à Blanche, à tout ce qu'elle n'aurait peut-être jamais le temps de dire. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais se força à rester silencieuse. La moindre erreur serait fatale. La silhouette s'approcha encore. Un bruit métallique retentit brièvement, peut-être une arme que l'on ajuste, ou un téléphone que l'on range. Martin comprit alors qu'il n'était plus face à une simple filature, mais à une exécution programmée. Il attrapa discrètement un objet posé près de lui, dérisoire arme de fortune face à un professionnel. Mais renoncer n'était pas une option. Pendant ce temps, au Mistral, Myrta eut un malaise soudain, comme un coup de poignard invisible. Elle posa une main sur sa poitrine, cherchant son souffle. Elle murmura le prénom de Luna sans s'en rendre compte. Thomas se précipita vers elle, inquiet. Il tenta de la rassurer, mais au fond de lui, il sentit la même angoisse sourde. Comme si quelque chose venait de se déclencher, loin d'eux, irréversiblement. Blanche, de son côté, était envahie par un pressentiment insupportable. Elle tenta d'appeler Luna, malgré le risque. Le téléphone resta désespérément silencieux. Elle comprit alors que le danger n'était plus théorique. Elle avait beau vouloir protéger, elle n'avait plus aucun contrôle. Cette prise de conscience la frappa avec une violence inattendue. Aider, parfois, signifiait aussi accepter de perdre. Idriss accéléra. Chaque feu rouge lui semblait une provocation, chaque ralentissement une torture. Il savait qu'il arrivait peut-être trop tard. Et cette idée lui donnait la nausée. Il repensa à toutes les affaires où il avait vu des victimes mourir parce que la vérité avait mis trop de temps à émerger. Il se jura que cette fois serait différente. Qu'il ne laisserait pas l'institution couvrir un meurtre de plus. Dans le cabanon, la porte vibra légèrement. Un test, un avertissement. Martin se plaça devant Luna, instinctivement. Il savait que ce geste ne la sauverait peut-être pas, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Protéger, jusqu'au bout. La poignée tourna lentement, trop lentement pour être improvisée. Celui qui était dehors savourait le moment. Et à cet instant précis, une sirène lointaine retentit. À peine audible, mais suffisante pour faire hésiter la silhouette. Une fraction de seconde, un temps suspendu. Était-ce une coïncidence? Un véhicule de passage? Ou le signe que quelqu'un approchait? Idriss, à quelques minutes de là, sentit son téléphone vibrer. Un message bref, une information partielle, une localisation approximative. Il n'hésita pas, il comprit que la course contre la montre venait d'atteindre son paroxysme.
Dans le cabanon, la poignée cessa de bouger. Le silence retomba, plus oppressant encore. La confrontation était imminente, et personne ne savait qui, cette fois, sortirait vivant de cette nuit. À ce moment-là, le temps sembla se contracter, comme si chaque seconde refusait d'avancer normalement. Dans le cabanon, Luna retenait sa respiration, le regard rivé sur la porte qui venait de cesser de bouger. Martin sentait la sueur couler le long de sa nuque, mais il n'osait pas s'essuyer, de peur de provoquer le moindre bruit. La sirène lointaine avait créé une fissure dans la certitude de celui qui se trouvait dehors. Une hésitation, infime, mais réelle, et dans ce genre de situation, une hésitation pouvait tout changer. Les pas s'éloignèrent légèrement, puis revinrent, plus lents encore. Comme si l'homme évaluait ses options, pesait le risque, jaugeait le temps dont il disposait avant que la présence policière ne devienne trop concrète. Il ne paniquait pas, au contraire, cette maîtrise glaça Martin. Elle confirmait ce qu'il redoutait depuis le début, leur traqueur savait exactement ce qu'il faisait. Et il n'avait pas l'habitude d'échouer. À plusieurs rues de là, Idriss gara sa voiture sans précaution, laissant le moteur tourner. Il descendit précipitamment, le regard balayé par une tension extrême. Il suivit l'instinct qui l'avait guidé jusque-là, ce fil invisible qui reliait toutes les pièces du puzzle. Il savait qu'il n'arriverait pas avec une équipe. Pas cette fois, trop dangereux, trop risqué. S'il avait raison, l'ennemi pouvait porter le même uniforme que lui. Dans le cabanon, la porte s'ouvrit enfin, lentement, en grinçant à peine. La silhouette apparut dans l'embrasure, parfaitement calme, presque décontractée. Luna sentit un vertige violent l'envahir. Elle comprit alors que ce moment, cet instant précis, était celui qu'elle redoutait depuis des jours. L'homme ne parla pas tout de suite. Il observa. Il laissa son regard parcourir la pièce, s'arrêter sur Luna, puis sur Martin. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, comme s'il les avait déjà vus mourir. Martin fit un pas en avant, cherchant à gagner du temps. Sa voix trembla malgré lui lorsqu'il tenta de parler. Mais l'homme leva la main, geste bref, autoritaire. Un geste de flic, un geste appris, répété, maîtrisé. À cet instant, plus aucun doute n'était possible. Luna et Martin comprirent qu'ils faisaient face à un policier. Et cette révélation fut presque plus terrifiante que la menace elle-même. Avant que la situation ne bascule irrémédiablement, un bruit sec retentit derrière la silhouette. Une voix claqua dans la nuit, ferme, déterminée. Idriss venait d'arriver. Il n'avait pas crié, il n'avait pas couru, il avait parlé avec l'assurance de celui qui n'avait plus rien à perdre. La silhouette se figea, l'équilibre fragile de la scène venait de se rompre. Les regards se croisèrent, longuement, intensément. Idriss reconnut immédiatement ce qu'il avait redouté sans jamais oser le formuler clairement. Le masque tombait. Ce n'était plus une hypothèse, ni une intuition. C'était une certitude brutale. Celui qui voulait tuer Luna et Martin faisait bien partie de la police. Et il savait désormais qu'il était démasqué. Le silence fut rompu par un souffle, presque un rire étouffé. L'homme comprit que le plan parfait venait de s'effondrer. Il recula d'un pas, calculant déjà une issue, une version, un récit alternatif. Idriss, lui, n'avait plus besoin de preuves immédiates. Il avait vu, il avait compris, et surtout, il n'était plus seul à savoir. Luna sentit ses jambes fléchir. L'adrénaline retombait brutalement, laissant place à un épuisement profond. Martin la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Tous deux comprirent qu'ils venaient de frôler la mort. Pas symboliquement, concrètement, et cette prise de conscience laissa une trace indélébile. Quand les renforts arrivèrent enfin, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une course contre la montre, mais le début d'un affrontement autrement plus dangereux. Car ce qui venait d'être révélé dépassait largement le sort de Luna et Martin. Un réseau entier vacillait, une institution était fissurée de l'intérieur. Et les conséquences allaient être dévastatrices. Au Mistral, Myrtha sentit soudain une forme d'apaisement l'envahir, inexplicable mais réelle. Elle ne savait rien encore. Elle n'avait aucune information concrète. Mais quelque chose, au fond d'elle, lui soufflait que le pire venait d'être évité. Blanche, de son côté, reçut enfin un message. Un mot, un seul, suffisant pour lui faire monter les larmes aux yeux. Ils sont en vie. L'enquête sur le meurtre du SDF Greg, jusque-là perçue comme une affaire isolée, prit alors une dimension nouvelle. Les soupçons de Charlotte prenaient tout leur sens. Le schéma était plus vaste, plus organisé, plus cynique qu'on ne l'avait imaginé. Et cette nuit-là, ce ne fut pas seulement une tentative de meurtre qui échoua. Ce fut le début de l'effondrement d'un système fondé sur le silence, la peur et la corruption. Pour Idriss, rien ne serait plus jamais pareil. Il avait franchi une ligne invisible. Celle où l'on cesse de croire aveuglément en l'uniforme, pour ne plus croire qu'en la vérité. Et il savait que le combat ne faisait que commencer.
Dans l'ombre, d'autres secrets attendaient encore d'être révélés. Mais une chose était désormais certaine, le tueur n'était plus invisible.